Effectivement, moi j'ai une vie comme beaucoup d'entrepreneurs, une vie à 100 à l'heure, à essayer d'aller toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin, jusqu'à cette intro en bourse. Et quand on fait des levées de fonds, c'est chaud, mais là, en fait l'introduction en bourse c'est encore plus chaud. Et puis 6 mois justement après cette intro, le 9 mai 2021, alors que j'étais justement sur mon vélo en vallée de Chevreuse, à l'ouest de Paris, qui est le terrain de jeu des cyclistes parisiens, en revenant pour le déjeuner dominical dans une côte, une côte à 7%, le cœur à 132. Il est 11h et là, brutalement, mon cœur lâchait. Bonjour à tous, je suis Didier Perrodin, je suis patron de Up2. Up2 aide les dirigeants à avoir des commerciaux et des organisations commerciales qui soient la plus performantes possible. Vous êtes sur le podcast de Vive la Vente. Aujourd'hui, on fait un petit numéro spécial que j'aimerais bien appeler Vive la vie. J'ai eu la joie de rencontrer Nicolas Duep qui va nous raconter son histoire. Et aujourd'hui, on va parler de la vie, on va parler du cœur, on va parler aussi du management et du rôle du cœur dans le management. Merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment content de cet échange avec toi et est-ce que tu peux peut-être commencer par dire qui tu es et te présenter. Bonjour et merci pour ton invitation. Donc moi je suis Nicolas Duep, j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants entre 22 et 14, 3 garçons et une fille. Et j'ai un parcours d'entrepreneur dans tout ce qu'on a toujours appelé la tech à l'époque, dans les 90, on avait .com, en lançant le site de Accor Hotel, et puis derrière une société incroyable qui était Selfish dans les contenus pour mobile, avant la dernière Alchemy, une plateforme de vidéo streaming thématique que j'ai eu la joie de réussir à introduire en bourse en novembre 2020. Puis à côté de cette vie entrepreneuriale, parce que moi j'aime les gens qui sont complets, tu vois, ceux qui font que du business, c'est un peu dommage. J'adore le vélo, grand fan de Tour de France, donc on va voir, mais j'ai fait beaucoup de vélo, 12 000 km de vélo par an. Et puis j'aime tous les sujets de l'entrepreneuriat, en étant impliqué dans Croissance Plus, dont j'ai été pendant 6 ans vice-président, et puis aujourd'hui des EDC, porte-parole des EDC. Voilà, donc, les EDC, c'est les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Ok. Et donc, il s'est passé un petit truc dans ta vie, un peu majeur. Alors en fait, effectivement, moi j'ai une vie, comme beaucoup d'entrepreneurs, une vie à 100 à l'heure, à essayer d'aller toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin, jusqu'à cette intro en bourse. Et quand on fait des levées de fonds, c'est chaud, mais là en fait l'introduction en bourse, c'est encore plus chaud. Et puis 6 mois justement après cette intro, le 9 mai 2021, alors que j'étais justement sur mon vélo en vallée de Chevreuse, à l'ouest de Paris, qui est le terrain de jeu des cyclistes parisiens, en revenant pour le déjeuner dominical dans une côte, à 7%, le cœur à 132. Il est 11h et là, brutalement, mon cœur lâchait. S'est arrêté et sur la droite, il y a un rail de sécurité, je m'effondre dessus. Et miracle à ce moment-là, parce qu'en fait, derrière moi, il y a 3 vélos qui voient que j'ai un problème et qui vont venir à ma hauteur me porter secours, et c'est un médecin et 2 gendarmes. Et ils vont être capables de démarrer les gestes de premier secours, déclencher l'alerte pour que les pompiers débarquent au bout de 25 minutes et se relaient ensuite pour masser, que le SAMU arrive au bout de 45 minutes. Et à 11h53... par une succession de miracles, parce que tu sais, quand tu fais les gestes de premier secours, au bout de 9 minutes, t'as 3% de chance de sauver le cœur. Lui, il va se dire, il se passe un truc, il va tenter le tout pour le tout, et relancer le cœur au bout de 53 minutes. Et donc je fais, de façon inattendue et brutale, l'expérience de la mort pendant 53 minutes. Et derrière, opérer du cœur, plonger dans le coma, une longue période de coma dont je vais sortir subitement aussi tout seul. Et c'est surtout derrière en fait que c'est intéressant, que je veux partager, c'est que faut tout réapprendre. Quand je sors du coma, je ne sais plus parler, je sais plus marcher, je sais plus rien faire. Donc une rééducation complète et petit à petit. T'es sorti au bout de combien de temps de ton coma ? Une semaine. Mon accident c'est le vendredi, c'est le dimanche, et je sors le vendredi matin du coma, avec la possibilité de commencer la rééducation en fait le mardi. Donc tout ça va très très vite en réalité.
Et puis au bout de 5 semaines de rééducation, j'ai un bond de sortie des cardio parce que je clamais haut et fort que j'avais pas l'intention d'arrêter de me rester ici et que je voulais revenir dans ma vie d'avant. Tu sais, quand on est entrepreneur, d'ailleurs on est tous indispensables, quoi. On se pense tous indispensables. Moi j'étais indispensable dans la boîte, donc il fallait que j'y aille le plus vite possible. Et puis 5 semaines et un jour plus tard, j'ai mon bon de sortie et je suis de retour au bureau pour pouvoir reprendre mes responsabilités. Mais l'histoire pourrait être en disant waouh super le warrior, mais la réalité c'est qu'en fait derrière t'es rattrapé par une gigantesque fatigue parce qu'en fait ton corps lui il a pas l'intention de revenir, il est juste plus capable. Mais alors si on peut s'arrêter 2 secondes sur le côté gigantesque warrior, parce que bon tu as écrit un super bouquin que je recommande vraiment à tout le monde de lire qui s'appelle 53 minutes survivre et renaître, qui raconte cette histoire-là. Et en fait, tu le dis pas, mais je le dis à ta place que je l'ai lu. En fait, c'est proche du miracle, cette sortie du coma. Et tu racontes notamment l'extrême stress dans lequel était toute ta famille au bout de quelques jours, où tout le monde, où très peu de gens misaient sur ta survie, en fait. Et que tout le monde attendait finalement le mauvais coup de fil. Et il y a eu un coup de fil. En fait, juste pour donner quelques chiffres pour que chacun puisse réaliser un peu, en France, il y a 60 000 morts subites par an, avec 3% de rescapés seulement, et l'immense majorité avec des séquelles importantes. Quand tu masses au bout de 9 minutes, je te l'ai dit, tu as 3% de sauver le cœur. Et en fait, le vrai défi, c'est pas de sauver le cœur, c'est de sauver le cerveau, parce qu'à chaque pression que tu exerces, tu n'envoies que 25% du besoin d'oxygène du cerveau. Donc en fait, à un moment donné, le cerveau, par manque d'oxygène, pour le dire vulgairement, grille, et c'est ce qui fait qu'il y a des séquelles. Et d'ailleurs, quand tu fais des formations au PSC1, en général, passer 20 minutes, on te dit si tu veux lâcher l'affaire, tu peux, parce que d'abord c'est physiquement très très dur, mais qu'en fait les séquelles de la personne sont trop importantes. Et donc moi, ça réalisé que c'est 53 minutes et que je sois en train de te parler aujourd'hui, même si j'ai des séquelles, elles sont quand même plus apparentes. Enfin, c'est quand même un truc complètement dingue et qui n'obéit à aucune règle véritablement scientifique. Donc c'est perturbant de ce point de vue-là. Et quand t'es dans le coma, on annonce à ta femme on lui annonce que le pronostic vital est engagé, bien évidemment, et que entre la vie et la mort, a priori, si c'est la vie, de toute façon, ce sera probablement sans mes facultés. Donc, elle attend au bout d'un fil le coup de téléphone fatal. Et d'ailleurs, pendant que je suis dans le coma, comme t'es en réa, t'as des tuyaux partout et t'as une bactérie qui s'invite et qui me déclenche une infection pulmonaire. Donc là, on va lui dire que ils ont perdu le contrôle avec la poussée de fièvre qui est la mienne et que à nouveau on est retourné tout proche de la mort. Et puis finalement, le vendredi matin, je vais sortir tout seul du coma. Et sans m'appelant et sans réaliser que je parle plus. Et donc tu parles de cet appel, c'est le moment où même sans parler, je vais manifestement réussir à me faire comprendre, parce qu'ils vont appeler à 4h30 dans la chambre à coucher, et puis j'ai chacun imaginé la scène de sidération qui peut être le vécu de ma femme à ce moment-là, où le téléphone sonne et puis il va falloir qu'il rappelle parce qu'elle peut pas décrocher, que à 4h30 il y a aucune raison qu'on t'annonce une bonne nouvelle, quoi. Et finalement on va lui dire on a une bonne nouvelle, c'est qu'il est sorti du coma. On a une mauvaise nouvelle, c'est que ça s'est pas exactement passé comme prévu, parce que j'ai tout arraché, je suis sorti du lit et je suis tombé sur le carrelage en déclenchant probablement toutes les alarmes qui vont bien. Et voilà, donc pour elle c'était d'une violence assez inouïe pendant cette période. Mais t'as dû passer des heures à réfléchir à ce qui s'est passé dans ton corps, dans ta tête pendant tout ce coma. Et comment est-ce que t'as une idée un peu d'où est venue l'énergie qui t'a permis d'être un warrior et de sortir de ce truc-là ? Alors, pour être très honnête, moi je me souviens de pas grand-chose, donc ça serait présomptueux de faire une analyse de ce qui se passe dans le coma, des bouts de flash, des choses comme ça, mais j'ai pas le souvenir d'un raisonnement que j'ai mené ou d'entendre quelqu'un me parler ou quoi que ce soit. Et maintenant, pour avoir beaucoup réfléchi sur la mort, en fait, je pense qu'on est quand même doté d'un élan vital et qui est en nous. Alors après, c'est à nous de l'exercer, c'est à nous de le développer, d'en prendre conscience, parce que sur lequel on n'a pas réellement de contrôle, parce que qu'est-ce qui fait que je m'accroche à la vie pendant que t'es dans la mort ?
Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches à la vie pendant que tu es dans le coma? Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches à la vie pendant toute ta période de rééducation? Je pourrais te faire devant toi, Didier, ouais, je suis super fort et tout. La réalité, c'est que tu t'accroches à la vie et puis ça t'emmène et t'as pas vraiment le contrôle de tout ça. Et donc tu deviens très humble par rapport à cette fragilité de la vie et c'est en moi. Donc maintenant, et j'arrive à la conclusion, on va en reparler sur le cœur, mais en fait tu t'accroches à la vie parce que sur le lit de mort, parce que quand tu témoignes, moi j'y vois le triomphe de l'amour, j'y vois la puissance de l'amour. Et en fait, ce qui t'accroche à la vie, c'est l'amour, quoi. Et c'est l'amour des tiens, de ma femme, de mes enfants. Et c'est pour ça que tu te bats, et c'est pour que tu reviens. Mais je te mets des mots sur des intuitions et sur une espèce de raisonnement que j'essaye de bâtir. Mais quand t'es dedans, tu réfléchis pas comme ça. D'ailleurs, c'est pas ton cerveau qui réfléchit, puisque le mien, il est complètement neutralisé. Mais c'est ton cœur, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus tard, on en reparlera, mais dans le bouquin, tu parles pas mal des sujets de capital stress, qui peut à un moment ou à un autre s'épuiser, et puis tu parles aussi de ta vie de CEO, et c'est vachement intéressant d'ailleurs parce qu'en fait tu factualises un peu ce que les gens savent, mais que quand tu es dirigeant d'entreprise, en fait tu as un niveau de stress qui est très élevé, et t'en parles à un moment, peut-être que tu pourras en parler, mais moi je me disais, tiens, finalement, est-ce que t'as pas survécu grâce à cet entraînement que tu as eu avant dans ta vie de dirigeant, qui finalement t'a pris des doses de stress tellement fortes que ça t'a rendu peut-être un peu plus fort. Alors, effectivement, il y a l'amour. Tu t'es jamais posé cette question-là? Si, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent il faut plus faire de vélo. Oui, mais c'est le vélo qui m'a tué, mais c'est le vélo qui m'a sauvé, parce qu'en fait, le fait que j'ai un gros cœur de sportif, c'est peut-être aussi le cœur biologique qui était le mien, qui m'a permis d'encaisser et de gérer justement ce manque d'oxygène. Donc c'est une forme d'entraînement. Donc je te dirais que cette forme d'affronteur, cette forme de cœur biologique, oui, c'est des paramètres, mais c'est pas le paramètre. Je crois pas aux paramètres. Je crois que t'as une combinaison de paramètres qui font qu'il y a quelque chose qui est possible. D'ailleurs, à la fin, en essayant de mettre tout ça en équation, en essayant de post-rationaliser, parce qu'on est quand même des êtres qui sont amenés à mettre des raisonnements, tu vois quand même que ça a des paramètres, mais que t'arrives pas tout à articuler, et c'est là aussi où je tombe sur le mot du miracle, parce que au bout d'un moment, quand tes équations deviennent loufoques, tu cherches la réponse autre part, quoi. Et tu racontes aussi évidemment qu'est-ce qui s'est passé après cette renaissance entre guillemets, comment t'as géré le truc, parce que là c'était en 2021, il s'est passé quoi entre 2021 et aujourd'hui? Après être revenu au bureau, derrière tu craques physiquement, tu pars en dépression, parce que tu en parlais, le CEO, c'est celui, l'entrepreneur, c'est le gars qui a toujours le sourire, qui a des solutions pour tout le monde, qui doit donner de l'énergie à ses clients, ses salariés, ses fournisseurs, ses actionnaires. Et moi, j'aimais bien dire à ce moment-là, d'ailleurs c'est mon premier livre qui était Votre énergie est inépuisable, que le rôle du CEO, c'est d'être une station-service à énergie et de permettre à chacun de faire le plein. Sauf que là, j'étais cramé de chez cramé, j'ai juste plus d'énergie, et que du coup, cette dichotomie entre l'image que tu dois donner de toi et puis ce que tu es réellement devenu, elle devenait insupportable, et donc ça m'a catapulté dans un état que j'avais jamais connu, parce que je suis pas du tout de nature dépressive, mais dans une fatigue, à voir tout en noir, et derrière à ne pas vouloir voir que j'avais beaucoup de troubles, puisque le cerveau était touché, des troubles de l'équilibre, je tombais dans la rue, les gens me relevaient, je tombais dans les escaliers du métro, les gens me relevaient, je bégayais beaucoup, tu sais, ces discussions entre ados qui vont dans tous les sens, où je comprenais rien, j'avais peut-être une tendance à m'isoler dans ces conversations, comme les personnes âgées qui n'arrivent pas à suivre la conversation. Je voulais pas voir tout ça, je voulais essayer de voir le côté positif de tout. Et puis derrière, je me remets un peu au vélo, et donc je fais un mardi matin à Longchamp, autour de l'hippodrome à l'ouest de Paris. J'y vais alors qu'il pleut et que tout m'indiquait qu'il fallait rentrer. Et puis non, faut taper dedans, faut revenir. Et là, il y a 3 vélos qui sont devant moi, je suis dans leur roue, comme je t'ai dit, j'ai aucun réflexe, je tape dedans,
et je fais un soleil, je me fracture les 2 poignets. Donc là, je fais l'expérience dans ma vie de pas de bras, ce qui est humiliant, ce qui est terrible, parce que jamais j'avais imaginé demander à ma femme de me donner ma douche, de tirer ma chasse d'eau, de m'habiller. Et donc tu deviens méchant, t'en veux à la terre entière, et puis à nouveau dans le noir. Puis la vie fait petit à petit surface, et puis là, elle m'emmène faire une journée de ski pour profiter des dernières neiges. Et puis à la fin de la première journée, mon ski qui tape dans un caillou qui est sous la neige que j'ai pas vu, et là, rose soleil et fracture de l'épaule gauche et de la main droite. Donc tout ça accompagné par la femme du médecin qui m'a sauvé la vie, Mathilde, qui me dit faut qu'on regarde le cerveau, quoi, parce qu'on a eu une prise en charge du cœur, ta rééducation marche bien, mais le cerveau forcément a peut-être eu un pet. Et finalement je vais faire les tests des invalides, du MOCA et du MMS, et puis là on va me dire que mes fonctions exécutives sont touchées et qu'il va falloir que maintenant j'accepte que le Nicolas qui a toujours été et que j'avais envie de redevenir, parce que j'adorais la vie du Nicolas d'avant, et j'ai eu le luxe de faire ce que je voulais dans ma vie et d'avoir cette liberté totale, et donc c'était vraiment une source de joie. En fait il était plus, et que ce serait plus possible, et que maintenant il allait falloir inventer un nouveau Nicolas, comme il me dit, il va falloir faire le deuil de vous-même. Et là tu ouvres les yeux, et parce que t'as pas le choix, parce que t'as une blouse blanche, t'as un chiffre, c'est objectif, c'est rationnel. Et donc là démarre toute cette phase de transformation personnelle, profonde, que je témoigne dans le livre, avec une conversion d'un être très cérébral à un être finalement du cœur, parce que dans sa symbolique, il a perdu son cœur, et il va découvrir un nouveau cœur biologique, parce qu'il a été bricolé au niveau cardiaque, mais également finalement découvrir que ton cœur est extrêmement puissant, et voilà, et c'est ça dont on va parler, j'imagine. Et en fait, donc t'adorais ta vie d'avant, donc une vie d'avant où il y avait de l'adrénaline non-stop, en fait, des petits combats partout, tout le temps, parce que c'est un peu ce qu'on demande à un dirigeant, quoi, de réussir. Et aujourd'hui, t'adores ta vie. Qu'est-ce qui a changé, en fait? Comment t'as fait le switch? Comment d'abord t'as géré le deuil de cette vie que t'adorais? Alors en fait, ma vie d'avant, je l'adorais, comme tu dis, parce qu'elle était shootée à l'adrénaline, et puis comme les entrepreneurs, tu te mets des objectifs, et puis tu les réussis, et t'en mets un encore plus haut, et puis tu le réussis, puis encore plus haut, donc toujours plus fort, toujours plus haut, quoi. Et ça m'animait, ça me dopait, et en fait, quand tu fais l'expérience de la mort, c'est au bout de la flèche, il y a la mort. Pourquoi tu cours, quoi? Enfin, vers quoi tu cours? Et à force de me poser cette question et de découvrir que sur ton lit de mort, c'est l'amour, en fait, tu cours vers la mort, parce qu'en fait, tu prépares toute ta vie à mourir. La réalité, c'est ça. C'est un peu violent de raconter ça, mais c'est quand même juste factuel. Donc, mettons des mots sur une réalité. Et que sur ton lit de mort, tu vois que c'est le triomphe de l'amour là-bas, tu te dis, maintenant, comment je m'organise ma vie pour revivre ce moment-là, parce qu'il va réarriver à un moment donné, mais pour qu'il soit le plus réussi possible. Et donc, en fait, moi, j'ai tout fait pour revenir dans ma vie d'avant, parce que je pensais que le schéma de courir toujours plus haut, toujours plus fort, et réaliser des trucs, tu fais tes grosses levées de fond, tu fais ton LBO, tu fais ton IPO, etc., tu coches les cases, il fallait écrire un livre, il fallait faire des trucs de vélo, des trucs... je regrette rien, parce que c'était génial, mais en fait, maintenant, j'essaie de répondre à la question pourquoi tu cours, et vers quoi tu cours. Et en fait, de découvrir qu'il y a cette puissance au bout de la flèche, fait que tu organises ta vie différemment, et cette vie aujourd'hui qui est faite d'une volonté un peu moins triomphante, d'un ego un peu calmé, finalement c'est vachement bien, et pour autant c'est pas moins performant. Alors ça, c'est le grand écart qu'on va faire là, parce que finalement t'as envie de dire des choses aujourd'hui, enfin t'as envie d'aider les gens avec ce que t'as vécu, et en particulier dans le monde de l'entreprise, en fait, que tu connais évidemment par cœur. Donc c'est quoi le sujet, en fait? Je le connais un peu parce que j'ai lu le bouquin et qu'on a parlé pas mal de temps, mais...
Moi, je suis invité pas mal dans les lycées, dans les écoles. En général, les gens qui ont vécu des accidents, ils te disent ma vie d'avant, j'avais rien compris, ça s'est transformé, et maintenant je suis vraiment dans la vie et je profite de la vie. Alors moi, je suis pas du tout là-dedans. J'adorais ma vie d'avant et je suis pas en train de profiter de la vie parce que profiter, il y a le mot profit, donc il y a prendre et puis il y a l'angoisse de demain. Moi, je suis dans la vie, je vis. Et en fait, tu découvres, et je remets pas en cause la performance, je remets pas en cause l'ambition, mais en revanche, j'interroge sur pourquoi tu cours, c'est quelle est ta performance, est-ce que ta performance est juste ? Et est-ce qu'elle est alignée ? Parce qu'une performance qui consiste à courir derrière de l'argent, seulement ça, derrière ton ego, les flatteries, le regard des autres, derrière essayer d'attirer le regard de ton père ou de je ne sais quelle blessure, tes blessures d'enfance. Bon, ça peut être un moteur qui t'emmène assez loin pendant tes 20, tes 30 ans, tes 40 ans, mais à un moment donné, il n'est pas aligné, quoi. Et cette performance n'est pas juste, donc il va falloir qu'à un moment donné, elle devienne juste, sans quoi, en fait, ton corps, à un moment donné, va caler, quoi. Et cette séparation entre ton âme et ton corps et ton esprit, hein, puisque c'est comme les 3 dimensions de la personne humaine, bah, ce désalignement va être fatal. Donc moi je dis qu'il faut réunir les 3 pour pouvoir véritablement être performant. Et moi je pense que j'avais une performance qui était très tournée vers l'objectif, peut-être très tournée par une forme d'ego, par une forme aussi de regard à l'autre. Et la démonstration c'est que c'est pas juste. Et du coup tu dis quoi à des jeunes pour qui les sujets finalement d'énergie, d'adrénaline, parfois d'épuisement mental, tout ça, c'est pas forcément des sujets qui sont très familiers chez eux. Enfin, je me trompe peut-être en me disant ça dire, mais... Alors ça dépend parce qu'en fait moi j'ai la chance de parler avec beaucoup de jeunes. D'abord on les met un peu tous dans le même sac, mais tu sais déjà statistiquement il y en a plein qui ont vécu dans leur famille des parents qui ont un AVC, qui ont un arrêt cardiaque, etc. Avec les chiffres dont on parle, c'est juste colossal. Donc ils sont assez sensibilisés. Il y en a beaucoup qui s'interrogent sur où tout ça va et comment ils ont envie de vivre. Alors moi ce que je leur dis c'est qu'il n'y a pas de secret, hein, tu vois, quand tu veux te lancer dans la vie, si tu veux t'acheter un toit, créer une famille, il n'y a pas de secret, hein, faut bosser, faut être bon et puis il faut être performant, quoi. Mais interrogez-vous sur cette performance pour qu'elle soit réellement juste, parce qu'une performance juste, elle est robuste, elle va vous emmener dans le temps. Et je pense que c'est une génération qui est très à la recherche justement du cœur, parce que des générations comme les nôtres, on n'est pas des exemples, hein. Quand tu vois le nombre de gens qui ont 50 ans aujourd'hui, qui sont en burn-out, tout ça pour se payer un petit appartement dans Paris dans la vie, qu'est-ce que tu fais rêver avec un programme de vie comme ça, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui? Rien du tout. Donc ils ont une intuition d'autre chose. Et donc moi je pense qu'ils ont une intuition du cœur, parce que le cœur il est authentique, le cœur il est vrai, le cœur il est intense, et il cherche cette forme de vérité, cette forme d'intensité. Et donc, moi, j'essaie de leur rappeler que cette dimension du cœur, qu'ils n'ont pas eu dans leurs études, parce qu'on est très très fort pour former le cerveau en Excel et en PowerPoint, qu'on essaye gentiment en général, former avec des notions de soft skills, mais en réalité, très peu. On est à des atrophiés du cœur. On dit, formez-vous là-dessus, apprenez à écouter vos émotions, apprenez à les qualifier, apprenez à écouter votre cœur pour vous faire confiance. Parce que vous avez appris que pour être fort, faut être dur, et puis faut être dans le cerveau. Mais en fait, c'est une idée reçue. C'est une idée de déformation, de formatage. Mais qu'en fait, tu peux écouter ton cœur, et quand tu rencontres quelqu'un, quand on s'est rencontrés, t'as senti un truc tout de suite. Et c'est ton cœur. Et si ton cerveau il dit attends, faut pas te lâcher, quoi. Mais ton cœur il te dit oui. Et ça, c'est des exemples de performance, quoi. Et moi, j'aime bien une autre dimension en leur témoignant, c'est que leur dire ne restez pas seul non plus, parce qu'en fait, dans cette idée reçue qu'on a aussi notamment en France, c'est pour être dur, pour être fort, faut être capable de répondre à toutes les problématiques, d'avoir des réponses pour tout, être solide, un entrepreneur indestructible, capable d'emmener tous les sujets, et ainsi de suite. Idée reçue, mais complètement fausse. C'est qu'à un moment donné, t'as des stress.
prends un coach, un psy, quelqu'un à côté à qui tu fais le sparring partner, et puis tu craques les problèmes hyper rapidement. Moi, tu vois, je le fais pour plein d'entrepreneurs aujourd'hui. Quand t'es à l'extérieur de la problématique, c'est tellement facile de le voir. Mais quand t'es dedans pour l'avoir vécu, t'es dedans fermé, tu boucles, bien et puis sûr, tu t'en sors jamais. Et prenez l'exemple, je prends toujours cet exemple de Léon Marchand, qui est venu avec toutes ses médailles d'or. Mais Léon Marchand, il est pas avec ses médailles d'or tout seul. Il est autour de lui, il a un préparateur mental, il a un psy, il a un entraîneur, il a un kiné, il a un nutritionniste, il a une agence de com. Et nous, on a quoi en tant qu'entrepreneur? Ou même comme dirigeant, non, on veut y arriver tout seul et faire tout seul pour prouver qu'on est fort. C'est une énorme erreur, quoi. Oui. Surtout quand tu fais tout seul, finalement, tu cours derrière très vite les sujets d'ego, en fait. Qui t'aveugle. Qui t'aveugle. Et le système est fait pour aller toujours vers ce sujet. À un moment, d'ailleurs, tu disais, il y a des valeurs masculines qui sont quand même ultra dominantes aujourd'hui. Tu peux dire un mot là-dessus? C'est intéressant comme analyse. Alors, j'aime bien parce que je témoigne en faisant un peu de provoque, mais tu sais... oui, aujourd'hui on joue un rééquilibrage des valeurs dans la société, mais c'est vrai que le business est construit autour de valeurs masculines, parce qu'en fait après la guerre, quand tu crées des business schools pour former des cadres conquérants qui vont aller à travers le monde, signer des contrats, c'était les années 60, 70, 80, et tous ces cadres, à chaque fois, tu te souviens, il fallait sauter à l'élastique, faire des trucs de warrior, montrer qu'on était hyper fort, et ainsi de suite. En fait, c'est le triomphe des valeurs masculines. Et d'ailleurs, on est tellement emmerdé par les valeurs féminines que, pour ceux qui ont déjà fait ces tests de perso avec cerveau droit, cerveau gauche, en fait, c'est une énorme fake news, il n'y a pas de cerveau droit et cerveau gauche. Mais comme t'as des émotions, et puis que c'est difficile de cacher les émotions, les mecs qui inventent, on va mettre dans le cerveau droit les émotions, et dans le cerveau gauche, on va mettre les maths. Et pourquoi on fait tout ça? Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, les organes, ils sont un peu sexués, tu vois. Le cerveau, c'est les maths, c'est les garçons, et puis le cœur, c'est les lettres et c'est les filles. Parce que je témoigne par provocation en disant qu'aujourd'hui on rééquilibre les valeurs, et c'est ça qui est incroyable, où on s'aperçoit qu'en fait les filles ont un cerveau, mais que les garçons ont un cœur. Et donc, pour moi, c'est une opportunité, parce que pouvoir commencer à témoigner de sa vulnérabilité, de sa fragilité, dans l'ancien paradigme, et encore dans plein de boîtes aussi, je suis pas naïf, c'est les aveux de faiblesse, on n'en parle pas, on a peur d'être jugé, on a peur d'être mis au banc. Mais moi, je cherche à pousser tout ça pour montrer et libérer la parole, parce que quand tu sais que ton voisin de bureau a sa femme qui a un cancer, et il en parle pas parce que c'est sa vie perso, mais qu'en fait dans sa tête il y a que ça, parce qu'il est quand même en train de perdre sa femme et c'est ce qui est en train de le ronger. Quand tu l'apprends et que tu peux essayer de lui rendre service et puis de l'accompagner dans ce moment qui va être très dur, tu crées un lien de fraternité qui est extrêmement puissant. Et puis lui, en temps et en heure, peut-être demain ou pas, t'en sais rien, il saura te rendre l'appareil, parce que on n'est jamais à l'abri d'avoir nous aussi des problèmes dans notre famille. Et ce lien de fraternité, il est beaucoup plus solide que n'importe quel séminaire de motivation que tu fais en disant wow, les gars, vous êtes tous motivés, on est content de faire une équipe. Là, tu sais que t'as quelqu'un qui t'a aidé, et ça a une valeur incommensurable. Et en fait, on a tous envie de vivre ça, et on l'a vécu au moment du Covid, où d'un seul coup, on a redécouvert qu'on avait des voisins, on avait des mecs qui sont finalement sympas, avec qui tu pouvais partager des choses. Et moi, je pense que l'être humain, c'est un être d'amour, c'est un être qui cherche du lien, qui cherche avant tout cette force de relationnel, et s'autoriser à parler avec son cœur, et donc à témoigner de ses vulnérabilités. Moi, c'est ce que j'adore. Et aujourd'hui, quand je rencontre des gens, ils me racontent leurs vacances, mais en fait je m'en fous. J'ai envie de connaître les gens par leurs véritables blessures, ce qui les anime vraiment. Et puis en fait, quand moi je pose mon histoire sur la table, on me raconte tout de suite l'histoire en face, et tout de suite j'ai des discussions de qualité, mais j'ai des discussions avec des gens que je connaissais pas il y a 10 minutes, mais qui sont parfois beaucoup plus profondes que certaines discussions que je peux avoir avec des potes à qui on se raconte la vie, mais on se dit rien en fait, tu vois. Donc tout ça, moi je trouve ça beau, mais je trouve ça avant tout puissant. Et dans le cadre d'une entreprise, quand tu arrives à créer ça, créer cette alchimie des cœurs, je pense que ça t'en fait une entreprise extrêmement résiliente et extrêmement robuste. En revanche, dans l'entreprise, ce qui est difficile, notamment pour les dirigeants,
c'est que le cerveau, tu mets des KPI et puis c'est direct. Tu dis on va avoir tel objectif, hop, il a signé tant de contrats, ok, super. Le problème des KPI du cœur, c'est qu'ils sont indirects. Et tu peux pas les suivre, tu peux pas les mesurer dans ton tableau Excel. Donc tu te dis, sauf qu'une boîte qui a du cœur, tu le sais, tu le veilles aussi Didier, les entreprises c'est jamais linéaire à la croissance. Il y a un moment donné, il y a des coups durs, etc. Mais quand tu as une coup dure avec une équipe qui a du cœur, elle encaisse, elle est résiliente, elle est robuste. C'est pas des volées de moineaux qui d'un seul coup se barrent tous et puis en te laissant avec ta boîte qui est à moitié plantée ou avec que des mecs qui sont tétanisés parce qu'ils ont tellement peur de quitter la boîte et de trouver un autre job. Donc où tu te retrouves avec une équipe incapable de rebondir. Ces KPI-là, tu les mesures pas sur une base à la semaine, hebdomadaire, mais tu les mesures au moment où il y a des gros chocs, au moment où il va falloir, après, avec une culture d'entreprise, intégrer, par exemple, des nouveaux, et donc, dans ta culture d'entreprise, on met des jolis mots là-dessus. Moi, je pense que c'est avant tout les cœurs. C'est comment le dirigeant se comporte et comment il crée une communion des cœurs. Et donc, à ce moment-là, ça, c'est la culture d'entreprise. Donc, mais ça se mesure pas, tu vois, avec des chiffres de tableau Excel, dans un tableau de bord hebdo, quoi. Mais finalement, donc, tu dis, finalement, il faut ouvrir le cœur, quoi. Il faut ouvrir son cœur et laisser de la place au cœur versus un peu le cerveau qui est... effectivement, a priori, l'entreprise est plutôt managée par du cerveau que par le cœur, quoi. Mais ça, c'est gigantesque comme projet, ça. Comment est-ce que... D'abord, tu penses qu'il y a des entreprises qui font ça plus naturellement que d'autres? Tu connais des modèles d'entreprises qui en ont fait un peu une marque de fabrique de leur ADN, de peut-être pas être complètement sur... le cerveau, mais aussi savoir écouter les gens, parler avec les gens. Oui, alors, juste avant de répondre à la question, on est d'accord que je dis pas qu'il faut remplacer le cerveau par le cœur. Il faut juste mettre les deux et leur donner leur juste place. Donc, et pas être justement monocerveau. Voilà, c'est un peu... Alors, dans ces entreprises, est-ce que c'est des modèles ? Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en fait, moi, aujourd'hui, je fais beaucoup de conférences et il y a quand même beaucoup d'entreprises et des dirigeants qui m'invitent pour venir parler de ce genre de choses. Ce qui est déjà, à mon avis, une première ouverture d'esprit, parce que il y en a plein d'autres qui m'invitent pas et qui veulent pas en entendre parler. Assez souvent, ils imaginent que ils connaissent pas trop l'histoire, que ça va être dans le pathos, le gars qui raconte son petit truc, et puis en plus qui va prôner le bien-être, et le lundi matin tout le monde a démissionné, quoi. Mais en fait, moi, mon propos il est pas du tout là-dedans, parce que je reste un chef d'entreprise finalement dans ma façon d'être et dans mon envie finalement d'être performant. Alors, ces entreprises-là, ce que j'ai remarqué, c'est que quand le patron m'a invité, en fait, il rayonne à travers sa façon d'être sur la boîte. Et quand un dirigeant va bien, et quand un dirigeant a du cœur, et la boîte va bien, et la boîte a du cœur. Et donc, on essaie toujours de construire des trucs avec des valeurs, etc. Mais la vérité... Ce que j'ai observé, c'est que les valeurs de la boîte, c'est quand même les valeurs du dirigeant, sa façon d'être, sa façon de se comporter. Si c'est quelqu'un qui est tordu, il aura quand même des gars autour de lui qui sont tordus et puis une boîte qui est tordue. Mais si c'est quelqu'un qui a du cœur, qui a une sensibilité, il va recruter un ou une DRH qui aura probablement ces valeurs-là et puis qui va être soucieuse ou soucieux de pouvoir les décliner à la fois dans les onboarding, dans la gestion, dans le management des augmentations et ainsi de suite. Et donc en fait, moi je pense que, et d'ailleurs dans mon objectif, c'est de beaucoup travailler sur le dirigeant, parce que quand tu travailles sur le dirigeant, après il emmène toute son organisation, et si tu arrives à ouvrir le cœur du dirigeant, il va finalement ouvrir le cœur de toute son organisation derrière. Donc c'est une façon de démultiplier assez rapidement. Parce que quand t'es entrepreneur, tu veux scaler aussi à un moment donné. C'est ce que tu dis à un moment, tu dis le premier truc qu'on demande à un empereur, c'est d'être en bonne santé ou quelque chose comme ça. La première mission de l'empereur chez les Chinois, c'est d'aller bien, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que quand t'es à la tête de ta boîte, si tu vas bien, tu lui donnes une chance d'aller bien, parce que c'est pas une garantie. Mais c'est sûr que si tu vas mal, alors là pour le coup, t'es sûr que ta boîte va mal, quoi. Et donc ces dimensions du cœur, t'as un cœur biologique, hein, et il faut que tu sois en bonne santé quand même, et que tu fasses attention à ton corps pour pouvoir être capable
d'emmener ton équipe. Dans le cœur, t'as une dimension énergétique, où cette station-service à énergie, comment tu donnes ton énergie, mais du coup comment tu te recharges, comment tu évites de donner trop, comment tu évites de te faire taper ton énergie, et donc comment t'avances. T'as ton cœur avec sa dimension des émotions. Je pense que le patron froid, calculateur, etc., qui terrorise, c'est encore le modèle dans plein de boîtes, mais aujourd'hui, notamment pour attirer les talents et les faire venir, c'est pas le genre de patron qu'ils recherchent, cette forme de proximité, cette forme de partage. Et finalement, moi, plein de gens me disent t'es courageux, tu partages ta vulnérabilité, etc. Moi, j'ai pas le sentiment d'être courageux, je te partage juste ma vie, c'est juste ma vie. Mais finalement, pour que ça soit interprété comme un courage, c'est que les gens s'autorisent pas. Et donc le but du jeu, c'est pas que on fasse une association des alcooliques anonymes où chacun raconte son truc et son blabla, mais en fait de pouvoir dire et se comporter avec tes émotions, et donc autoriser un de tes salariés pour venir te voir en disant mais moi ça va pas bien en ce moment, mon divorce, mon enfant malade. Tu comprends que ce qui se passe, plutôt que d'essayer de le faire avancer la schlag, et c'est là où ça va devenir aussi performant. Et puis le cœur, dans sa dimension aussi collective, parce qu'en fait, quand tu connectes les cœurs entre eux, tu crées ce petit truc en plus, cette petite âme qui fait que dans le sport, on en parle souvent, les équipes qui, malgré une bonne stratégie, une bonne préparation physique, ne réussissent pas la compétition. Tu prends notre équipe de rugby à 7 cet été pour les JO, ils reviennent avec un début de tournoi complètement foireux, ils vont chercher leur médaille d'or parce qu'ils ont ce supplément d'âme, et c'est avec le cœur qu'ils sont allés les chercher. Mais c'est ça qui est... Alors, t'as raison, parce que c'est vrai que dans le sport, pas mal de gens qui ont parlé de l'histoire de Léon Marchand, et l'entraîneur mental, dont j'ai oublié le nom, mais etc., il est assez intéressant... justement dans sa manière de dire ouvre ton cœur et puis donne tes sensations, travaille dessus, et on fait attention effectivement au cœur et pas uniquement à la culture du succès en fait. Mais le problème c'est qu'en fait dans les entreprises, t'as énormément d'entreprises qui cartonnent en demandant juste à leurs salariés, enfin comme c'était il y a les 50 dernières années, tu viens, t'es là pour performer, tu te démerdes, et on veut pas entendre parler de tes problèmes. Et tes problèmes, la fameuse expression, tes problèmes, tu les laisses à la porte, quoi, en fait. Et t'es là juste pour performer. Et ça marche très bien dans énormément de boîtes. Pareil, moi je développe pas une approche pour dire faut laisser tomber le côté militaire du truc. Il y a des boîtes qui fonctionnent, il y a des gens qui demandent ça, il y a des gens qui veulent pas du tout ouvrir le cœur, qui veulent être au service, qui veulent aucune liberté et qui veulent dérouler en bon petit soldat. Ça marche très bien, allez-y. Enfin, moi j'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça. Moi, ce que je dis par rapport à beaucoup d'entrepreneurs, notamment des entrepreneurs qui souffrent, parce qu'ils ont du mal à se réaligner sur leur cœur, corps, cerveau, et qu'en fait, c'est un sujet de souffrance dans la gestion de leur boîte. Et ils s'autorisent pas à laisser parler leur cœur, ils s'autorisent pas parce que ils ont une image stéréotypée de l'entrepreneur warrior qui est capable de répondre à toutes les questions, d'empiler ses levées de fonds et d'être au four et au moulin, et en plus maintenant d'être un bon père de famille, un bon conjoint, et ainsi de suite, où tout ça marche au féminin aussi. C'est le chief dad officer dont tu parles? C'est ça le chief dad officer? Ouais, c'est ce que j'ai mis sur mon LinkedIn, chief dad officer. Oui, parce qu'en fait c'est un job important, et puis en fait on le met pas sur son LinkedIn, mais moi je trouve que c'est incroyable parce que j'ai monté des boîtes, elles ont toutes eu des formes de succès. Le succès le plus dingue qui soit, c'est quand même d'éduquer des enfants et de les voir heureux, épanouis et smart dans la vie, quoi. Et ça, c'est vachement plus compliqué qu'une IPO, quoi. Voilà, donc en échangeant, c'est-à-dire, pour être tout à fait honnête, cette idée n'est pas de moi, mais je l'ai retrouvée sur un profil d'une femme qui est entrepreneuse et qui avait Chief Mom Officer parce qu'elle avait cette forme de fierté, et j'ai trouvé ça absolument génial, quoi. Voilà, donc c'est plus pour de dire qu'il y a des modèles alternatifs à l'armée et aux trucs militaires, et que ces modèles-là, faut les assumer sans pour autant tomber dans l'entreprise libérée, enfin plein d'autres concepts un peu autogérés, etc. Mais juste en étant soi-même, en étant aligné, et qu'en étant aligné, on va aller chercher ce niveau de performance. Et puis surtout, ça veut dire deux choses pour l'entrepreneur. C'est que d'abord, c'est moins de souffrance.
Et puis en plus, c'est plus de résultats. Donc franchement, si t'as fromage et dessert, ça serait quand même dommage de passer à côté de cette forme de réflexion, quoi. C'est sûr que, en fait, souvent, t'as l'impression que on n'écoute pas beaucoup les collaborateurs, ne serait-ce que comprendre le projet qu'ils ont, en fait. En restant peut-être sur le professionnel, de comprendre le projet professionnel dans le détail, hein, de l'écouter, d'échanger avec eux, parfois de les aider à le formaliser parce que de temps en temps il n'est pas clair, hein, surtout chez les jeunes. Rien que ce truc-là, nous on travaille pas mal là-dessus, mais c'est un temps énorme, c'est une bande passante de management qui est quand même très importante. Est-ce que c'est des sujets comme ça que tu vois, sur lesquels tu conseillerais des entreprises ou des dirigeants pour faire quoi concrètement, c'est quoi? C'est des ateliers d'écoute, sans tomber dans les alcooliques anonymes ou sans tomber dans des... Non mais j'ai en fait assez souvent à la fin des conférences, t'as les dirigeants qui me disent c'est génial tous les messages que tu portes là. Maintenant concrètement comment je fais pour le mettre en œuvre dans ma boîte. Et donc là j'ai lancé un truc qui s'appelle Cœur 53 c'est mon cœur et mon 53 minutes et justement pour aller former, pour décliner, parce que par exemple annoncer une mauvaise nouvelle avec le cœur, c'est pas automatique. Et combien de boîtes où le dirigeant est hyper mal pour annoncer une mauvaise nouvelle et va avoir l'effet contraire de ce qu'il veut vraiment parce il n'arrive pas, il s'autorise pas, donc il va le dire avec le cerveau, il va le dire de façon froide. Je sais pas, par exemple, il faut licencier 12 personnes en donnant l'impression d'être froid, etc. Donc de pas respecter la personne humaine et se générer des effets de bord complets alors qu'il est juste mal parce que il porte la responsabilité, qu'il a le regret, qu'ils ont fait un mauvais investissement. Vas-y, annonce-le avec ton cœur. Ouais, c'est un peu plus de sincérité, quoi. Juste. Et d'authenticité. Ouais. Et tu l'annonces avec ton cœur. Donc apprends-le et il faut être juste en revanche. Parce que si c'est fake, ça se voit tout de suite. Mais si t'es juste, tes salariés ils vont bien comprendre que t'es hyper emmerdé. Et finalement, au lieu de créer une opposition entre des salariés qui disent mais t'es froid, machin, et un rapport de force, tu peux créer une entraide. Parce qu'en disant ok, on va voir comment on s'y prend mieux. Parce que les salariés sont pas stupides, ils comprennent bien, et puis surtout quand tu as des boîtes à dimension humaine, une taille humaine, je parle pas des grands groupes, quoique c'est des filiales à la fin qui peuvent aussi être à taille humaine, ils comprennent bien les enjeux, ils comprennent bien que on va falloir se séparer de 10 personnes, mais c'est peut-être pour en sauver 100 autres, donc il faut le faire et que c'est intelligent. Mais ça, c'est ton cœur qui va aller le faire, c'est ton authenticité. Et cette performance-là, tu vas pas la voir tout de suite parce que tu allais couper 10 personnes, tu vas voir parce que ça va rebondir plus vite. Mais si tu as abordé le truc en essayant de te couper tes émotions, en essayant de te couper, en te donnant l'image de ce patron froid qui est capable de prendre une décision très dure, et tu fais ça juste parce que ton ego ou pour te protéger de tes propres émotions, mais t'es sûr que tu te construis une bombe à retardement dans ton organisation qui te pètera tout de suite parce que les mecs vont se mettre en grève ou en rébellion, ou va casser la motivation de tout le monde, et que 6 mois plus tard, ta boîte sera incapable de prendre le virage ou de s'adapter à l'enjeu suivant. Donc voilà typiquement le genre d'illustration, mais c'est par exemple aussi apprendre à gérer son équipe ou son comité de direction avec le cœur. J'ai vu des équipes là où le patron il commence, il prend tout de suite les chiffres, on regarde les chiffres et puis s'ils sont pas bons, à mettre des coups de schlag à droite et à gauche. Tu vois l'ambiance que ça représente. Et puis donc derrière, les mecs sortent tous stressés et puis ils vont tous voir leurs équipes et puis ils vont tous reporter leur énergie stressée sur leurs propres équipes. Et donc en faisant ça, tu détruis l'énergie de ta boîte parce que en tant que patron, t'as un impact sur tout le monde, donc tu te démultiplies. Tu commences le même registre en ayant un peu de cœur, en prenant des nouvelles, en essayant d'avoir un petit moment de partage sur une thématique, mais pas en attaquant tout de suite sur les chiffres. Tu vois que ta réunion c'est pas la même et chacun a pu se positionner, chacun a pu faire part et puis c'est un entraînement parce que ça se décrète pas ça non plus, c'est cette confiance, ça se construit petit à petit. Si on se dit je réfléchis tout haut, mais chacun partage un événement qui a touché son cœur dans ces 7 derniers jours avant le précédent que dire. L'un va parler d'un film, l'autre a raconté qu'il a vu sa sœur, mais chacun a 1 minute pour le faire. Mais il y en a plein qui vont détester aussi à un moment ou à un autre. Oui, mais si tu veux faire une équipe avec le cœur, il faut le faire avec des gens qui ont envie du cœur. Et puis les autres finiront dans ton modèle organisationnel de l'armée. Puis tu peux être plus ou moins
introspective, quoi. Enfin, je dirais, les gens qui ont envie de pas le faire, au début, ils ont pas envie, et puis peut-être progressivement, ils le feront. Mais en fait, tout ça, on pourrait appeler ça, en fait, de la sincérité. Il faudrait mettre un peu plus de bulles de sincérité authentique dans les entreprises, en commençant par le dirigeant. Une sincérité qui ne soit pas surjouée, mais qui soit vraiment authentique. Et c'est marrant parce que c'est vrai pour le dirigeant, mais si je fais un peu le bridge, hein, comme on dit en finance dans les LBO, si je fais le bridge avec les vendeurs et les commerciaux qui sont beaucoup à nous écouter là, parce que c'est quand même l'auditoire de départ, comment est-ce que tu vois le sujet du cœur, de la vente, de la valeur de succès, de la valeur quand même assez masculine aussi, du commercial. Pareil, combinaison cerveau-cœur. Bien sûr, il faut aller au combat. Pour un rendez-vous décroché, t'as fait 10 appels ou t'as pris une claque, donc faut avoir un peu de résilience et ainsi de suite. Maintenant, quand t'es dans une relation commerciale, moi je crois fondamentalement au cœur, parce que d'ailleurs quand tu as des commerciaux, ça c'est un client que j'aime bien, bah oui, mais tu l'aimes bien et tu développes une relation, et d'ailleurs le but du jeu pour fidéliser et pour élever ses clients, bah, tu vas rajouter le plus rapidement possible derrière la technique, derrière le produit, autant de liens, de ponts qui sont des ponts du cœur, pour pouvoir avoir des sujets à partager avec ton client, et ainsi de suite. Donc intuitivement, tu le fais ça. Et en fait, tu sais à quel point c'est extrêmement puissant. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que, tu sais, on dit souvent quelqu'un qui a du charisme. Ça veut dire quoi le charisme ? Le charisme, c'est, je pense, une sphère énergétique que tu as autour de toi et dans lequel tu vas emmener la personne en face et qui va rentrer, qui va se dire c'est du charisme. Tu vois, un gars comme Barack Obama, ceux qui témoignent assez souvent que t'es dans une réunion où ils sont tous en train de bosser, le mec rentre, il ne dit rien et en fait tout le monde se tourne. Il y a un tel charisme qui va chercher tout le monde alors qu'il a encore pas reparlé. Et en fait, cette sphère énergétique, elle sort d'où ? Mais moi, je pense qu'elle sort du cœur. Et donc, tu vas chercher les gens à travers ce cœur. Et donc, ce charisme, il peut être inspirant, il peut créer de la confiance, il peut créer de l'excitation, de brainstorming pour inventer des idées. Et donc, quand tu es un bon commercial, t'as ça. Tu vas chercher les gens de cette manière-là. Et tu vas créer une forme de communication où tu le sais bien, tu l'enseignes, tu racontes des choses. Qu'est-ce qui est entendu par la technique ou les points précis de ce que tu racontes par la personne qui est en face ? On parle de 15-20% et puis 80% c'est la communication non verbale. Moi je te mets tout ça dans cette forme de charisme et en fait c'est ton cœur qui est en train de parler, c'est ton cœur qui est en train d'envoyer un maximum Et quand tu as quelqu'un qui est bien, énergétiquement qui est bien, physiquement qui est bien, t'as un commercial, en tant que client, t'es quand même plus enclin à l'écouter et passer un moment avec lui que le mec frustré, pressé, stressé, qui doit faire ses chiffres et à qui tu dis merci, au revoir, et puis t'as pas envie de lui parler, toi. Donc ce cœur, il ressort à plein d'endroits dans cette notion de performance pour le commercial, parce que ça lui aide à ouvrir des portes, ça lui aide à fidéliser son client, ça l'aide à développer sa relation client. Et aujourd'hui, moi, je croise plein de gens, notamment dans les indépendants, qui ont des clients qui s'accompagnent de 10, 15, 20 ans, et parce qu'ils ont créé un lien. Et ce lien, pour moi, c'est pas autre chose qu'un lien du cœur. Donc maintenant, ça peut se théoriser, ça se pratique, mais il faut lui faire confiance, quoi. Et il faut qu'il ait un peu ce lien du cœur avec son manager, et ça, c'est souvent quand même pas forcément évident, parce que le commercial est souvent assez seul dans sa manière de gérer son stress, de gérer l'échec, de gérer les coups de down. En fait, 9 fois sur 10 dans les organisations commerciales, dans les équipes de vente, quand un commercial va pas bien et pas en forme, le manager le voit toujours complètement après, enfin jamais en temps réel. Il y a très peu de formats qui permettent de faire ça parce qu'il n'y a pas la bande passante, parce qu'il n'y a pas le temps, etc. Et moi je trouve, alors toi tu parles du cœur, moi je parle souvent du ventre, mais je pense que je vais réunir un peu les deux parce que c'est peut-être plus... C'est pas très loin. Ouais, c'est pas très loin, en plus ça n'existe pas, c'est pas un organe le ventre en plus, mais de dire en fait...
D'ailleurs, tu le dis en recrutement, par exemple, on se rend compte que on recrute des cerveaux, on recrute jamais des cœurs. À un moment, tu le formules comme ça, plus ou moins comme ça dans ton livre. Et c'est vrai que c'est fou, parce que nous, on fait énormément de recrutement, parce que c'est pour ça que nos clients nous payent. Et souvent, en fait, tu expliques beaucoup de choses, en fait, avec le cœur, sur la capacité d'un candidat, effectivement, à rejoindre un projet ou pas. Et pas du tout uniquement avec sa capacité à faire le job. Et aujourd'hui, on est quand même dans un monde, c'est incroyable, où 95% des entretiens de recrutement sont centrés sur est-ce que toi, tu es capable de faire mon job techniquement, le job que j'ai à pourvoir techniquement, et comment, en échange, ce que je vais te donner pour te rendre heureux si tu fais bien ce job techniquement. Et moi, je suis toujours très surpris que très peu de discussions tournent autour des choses assez simples comme qu'est-ce que tu as dans le ventre en fait, ou qu'est-ce que tu as dans le cœur, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te fait vibrer, c'est quoi ton projet, tu as envie, alors peut-être pas de... surtout quand tu recrutes des jeunes, c'est peut-être un peu tôt pour leur dire qu'est-ce que tu as envie de vivre comme dernière minute au moment de ta mort, mais en fait, qu'est-ce qui te fait vibrer, juste ça, qu'est-ce qui va... Ne serait-ce qu'une question assez simple, en disant, mais qu'est-ce qui est important pour toi dans un job Alors moi, tu vois, dans mes boîtes, pour les recrutements, je partageais mon rôle on se partageait les rôles avec la DRH, parce que j'ai toujours eu une DRH, et que ce soit Marion ou Emma. Et en fait, moi, je leur laissais le soin de valider la technique, valider les compétences, etc. Et moi, je me centrais beaucoup sur la dimension énergétique de la personne. Est-ce qu'elle a une belle énergie? Est-ce qu'elle a une énergie positive? Et tu sais, il y a des gens qui ont une capacité à donner de l'énergie, et puis si tu te retrouvais avec quelqu'un qui était très bon, mais en fait, juste en ayant passé 20 minutes, une demi-heure avec, je sentais qu'elle m'avait pompé de l'énergie, et ben j'invalidais, mais je voulais pas. Parce qu'en fait, quand tu as un cœur énergétiquement positif, et ben il donne, il rayonne, il a cette forme de charisme. Et je crois que c'est d'autant plus important parce qu'on parle beaucoup de la solitude des commerciaux, mais il n'y a rien qu'interdit de créer aussi une équipe, et d'avoir du collectif. Et quand on chasse en meute, on est quand même encore plus fort que quand on chasse en solitaire. Mais ce cœur, s'il est positif, il peut se mettre en raisonnement avec d'autres cœurs à côté. Et donc en fait, je ne voulais pas qu'on ait dans l'organisation des gens qui tapent de l'énergie aux autres, parce qu'en fait, ils sont insatiables. Je les appelle les vampires de l'énergie. Et quand ils bouffent de l'énergie à moi, le dirigeant, bon, à la limite, c'est ma responsabilité, mais quand ils vont aller bouffer de l'énergie à leurs alter ego ou d'autres personnes dans l'organisation, en fait, c'est des gens qui ont une balance négative et qui vont, du coup, être destructeurs pour le collectif, parce qu'ils vont faire baisser l'énergie moyenne. Et ils sont peut-être très très bons, mais sauf que sur le court terme, ils ramèneront peut-être les contrats et on va dire formidable, et c'est un très très bon commercial, sauf que à la fin, il est corrosif. Et donc en fait, sur le moyen terme ou sur le long terme, le collectif y perd et la boîte l'y perd. Alors donc moi je regardais ça très attentivement, et ce que je vois maintenant encore plus avec tout ce que j'ai vécu, c'est que c'est d'autant plus important que c'est pas juste l'énergie pour pouvoir aller chercher tes objectifs et jouer avec ton collectif, c'est qu'en fait aussi de cette communion des cœurs va se sortir les idées, va sortir toute cette notion d'adaptabilité, puisqu'on est comme dans un monde qui est en train de passer à droite et à gauche. Tu te tapes l'IA comme Exocet là-dedans, comment il faut repenser ton modèle économique, ta boîte. Ben, en fait, ces idées, c'est pas simplement du cerveau, parce que le brainstorming, comme on fait, ces idées, ces flashs, les créatifs, les intuitions, ben c'est de là que va sortir toutes les super idées avec lesquelles les boîtes vont devoir s'adapter, soit dans leur processus de production, soit même dans leur nouveau business. Et ça, c'est les cœurs. Et donc, je pense qu'il est encore d'autant plus important de recruter les cœurs, pas juste pour être performant dans l'exécution de sa chaîne de valeur, mais pour pouvoir aussi adapter sa chaîne de valeur, quoi. Tu parles pas mal des biais cognitifs dans ton bouquin. En fait, les biais cognitifs, par exemple, le biais cognitif de l'entrepreneur, c'est quand même de gérer des merdes toute la journée, quoi. Enfin, je sais pas pour toi, mais et celui des vendeurs, c'est de gérer les échecs toute la journée. Exactement. Et donc, tu mets ça dans la liste.
Et en fait, t'es focus là-dessus, et puis si c'est un problème important, il se remanifestera demain. Et ce biais cognitif fait qu'en fait, t'apprends pas à écouter ta santé. Et c'est un biais hyper important parce qu'en fait, à force de pas l'écouter et de faire de ta santé une variable d'ajustement de ta performance et de ton ambition, tu découvres avec mon histoire, c'est que quand il y a plus de santé, il y a plus de projet, quoi. Enfin, tout s'arrête, quoi. Et toi, tu dis justement que ton capital stress, il a un peu été consommé, il se régénère. Alors, trop. Pour le moment, peut-être qu'il va se régénérer, j'en sais rien, mais enfin aujourd'hui, factuellement, en ce jour, je suis incapable de gérer mon stress alors que j'en ai porté quand même des paquets. Voilà, et je reviens sur un autre biais cognitif. Tu sais, t'apprends beaucoup à faire laver ton stress avec le sport. Et puis petit à petit, on devient des pros de la course à pied, du vélo, etc. Et t'as le biais cognitif du sportif endurant. Et le biais cognitif du sportif endurant, c'est également d'apprendre à ne pas écouter son corps. Parce que comme le corps, il souffre, enfin, qui prend son pied au bout de 60 bornes de course à pied ou 200 bornes de vélo, rares sont ceux qui sont dans cet état-là. En fait, t'es dans la souffrance. Mais t'apprends à jouir de ta souffrance. Et donc c'est ta volonté toute triomphante qui dit à ton corps j'ai décidé que on va le faire. Et puis comme tu y es arrivé, tu mets ton post LinkedIn en disant j'ai pu le faire, j'ai fait mon marathon, je sais pas quoi. Sauf que ça fonctionne pas comme ça, quoi. Et que ton corps, c'est pas un outil au service de ta volonté, c'est un point d'alignement. Et qu'en fait, ce biais-là fait que t'apprends pas à l'écouter justement. Et d'ailleurs, je reprends l'exemple de Léon Marchand. Il écoute énormément son corps. Et c'est comme ça qu'il est champion olympique. Et c'est pas en lui mettant des coups de schlag et en travaillant ardemment juste pour le faire souffrir. C'est parce que je souffre, je suis fort. Et parce que je souffre, je progresse, quoi. Et tu penses qu'il n'y a pas un petit sujet aussi de culture des entreprises qui sont quand même très très focus sur le résultat comme seul objectif en fait, et qui incentive les commerciaux, c'est quand même typique. 100% des commerciaux quasiment sont incentivés sur le résultat, un résultat à atteindre. Là il y a pas beaucoup de cœur, il n'y a pas beaucoup de on récompense pas du tout la progression, on récompense juste atteindre un résultat coûte que coûte, quoi. C'était un peu comme ça que j'ai l'impression que Léon Marchand était managé, et effectivement il se retrouvait plus du tout dans en tout cas il s'auto-manageait sur quelque part le devoir d'atteindre un objectif, de faire toujours plus, et je crois qu'il a switché un petit peu en écoutant peut-être un peu plus son cœur, en disant mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, quels sont les endroits où je prends du plaisir, et j'exprime pas très bien. En fait, moi, je te reprends ce que je disais tout à l'heure. Le cerveau, c'est une performance directe. Donc, il dit, messieurs les commerciaux, vous avez tel objectif à faire. On va regarder cette semaine, on regardera à la fin du mois, et puis on gardera ceux qui sont là et on virera ceux qui sont pas bons parce que c'est notre façon de voir. Le cœur, c'est une performance indirecte. Et en l'occurrence, sans Léon Marchand, c'est fais-toi plaisir, et parce que tu te feras plaisir, par conséquent, tu auras les résultats qui vont avec. Dans une boîte qui est hyper stressée, hyper tendue, le chemin direct, c'est celui du cerveau, et c'est très rassurant de se dire, je regarde toutes les semaines mes objectifs. Le cœur, c'est vraiment une force d'âme, c'est une force de pouvoir se dire attendez, on va laisser par conséquent faire monter les chiffres, et on va pas se regarder juste le court terme d'une semaine, on va regarder le moyen terme et on va voir l'impact sur le long terme. Donc les boîtes qui sont hyper stressées, qui sont fermées parce que en bridge ou je sais pas quoi, je comprends. Enfin, est-ce que j'aurais été un dirigeant différent à ce moment-là? Peut-être pas. Et quand il faut avoir des décisions dures et radicales, je sais pas. En tous les cas, quand t'as le temps de construire, tu peux petit à petit mettre ce cœur. Mais moi, j'ai l'impression que la vie, tu vois, c'est un peu une forme de pile d'assiettes. Où tu sais, t'empiles des assiettes les unes au-dessus des autres, et puis si elles sont bien empilées, ta pile elle peut être très très haute. Mais si tu commences à en mettre au début qui sont mal empilées, petit à petit tu mets les autres, puis à la fin on va tous commenter et être tous stressés pour la dernière assiette qui tombe, et passer des heures à essayer de mettre des systèmes de management et de coups de schlag pour la dernière qui tombe.
Mais le vrai sujet, c'est que si tu les empiles bien au fur et à mesure, la dernière, elle tombe pas, quoi. Et donc, dans la société où c'est tendu en ce moment, il faut y aller, c'est tout l'art du dirigeant de pas être drivé par son court-termisme, mais par le moyen et le long terme. Et si tu es drivé par le moyen et le long terme, tu fais en sorte que les assiettes, au moment où elles se positionnent mal, tu les replaces. Et puis t'évites de créer une situation où à la fin, il faut passer tous les commerciaux à coup de schlag parce qu'il faut faire les objectifs et parce que le fond a demandé que, quoi. Et ça, cet exercice-là, c'est super difficile à faire. C'est très difficile à faire. J'ai aucune leçon à donner là-dessus, mais je réfute l'argument qui est de dire ouais, mais c'est pas possible qu'on s'est tendu, on peut pas mettre du cœur. Oui, mais en fait, de manière directe, t'as raison, mais de manière indirecte, si on l'avait fait proprement au fur et à mesure, peut-être qu'on serait pas dans cette situation-là, quoi. Et ton bouquin d'avant, en fait, avant ton accident, c'était Votre énergie est inépuisable. Oui. Donc aujourd'hui, est-ce que je inépuisable ou pas? Est-ce qu'il faut que tu changes de titre? J'ai des copains qui m'ont dit ça valait bien le coup, mais regarde, moi je suis toujours là, donc je suis vraiment inépuisable. D'abord, je change pas le titre, je change pas le bouquin non plus. Toutes les lignes sont bien dedans. Je rajoute juste maintenant, parce que l'expérience et la maturité m'a donné une nouvelle forme de sagesse, que la performance, faut s'interroger sur le sens de la performance et s'interroger sur la performance juste. Maintenant, tous les petits outils de mécanismes de gestion de son énergie. Parce que quand t'as 20, 30 ans, enfin moi j'ai écrit ce bouquin, j'avais une trentaine d'années, j'avais l'arrivée de mon troisième, il dormait pas, c'était un enfer à la maison, t'étais sur la bonne voie pour divorcer, et tu te dis j'ai 32 ans et je fais des boîtes et tout ça pour ça, quoi. Enfin et donc c'était comment on repense son système énergétique pour être capable, comme je le disais en introduction, moi j'aime les gens complets, d'être capable de faire du sport, d'être capable d'être engagé dans la cité, d'être un mari aimant, un père présent, un entrepreneur qui fait plein de choses. Tu vois, c'est pousser tous ces pions, c'est vraiment le truc qui m'excite parce que je trouve ça chouette. Et donc j'avais repensé l'énergie sous cet angle-là en se disant en fait t'es un peu comme une batterie de téléphone portable que tu recharges, puis le matin c'est à 100%, et comment tu vas dépenser ton énergie dans la journée avec des gens qui sont positifs eux aussi, puis qui consomment plus ou moins, qui consomment rien du tout, et avec t'as des projets de dingue, des idées de dingue, et ainsi de suite. Des gens qui sont négatifs mais qui sont peut-être dans tes collaborateurs avec qui c'est dur et à qui tu vas faire ce don d'énergie parce qu'il faut les remonter et que c'est un peu difficile. Mais t'en as d'autres que j'appelle les vampires d'énergie qu'il faut vite sortir de notre organisation parce que mais tu le sais, ces mecs avec qui t'es dans une salle de réunion, t'as un gars qui est à côté, il a même pas parlé, à la fin tu sors, t'es vidé d'énergie. Et donc sortir tous ces gens-là le plus possible avec peut-être dans ton agenda, t'entoures en vert les rendez-vous positifs, en rouge les négatifs, et t'évites de te mettre trop de rouge parce que sinon t'as ta batterie qui se vide, et puis en fait à un moment donné tu vas toi aussi te retrouver en zone critique. Et donc là comment tu gères, parce que si tu croises un mec négatif à ce moment-là, deux négatifs, t'es sûr que ça explose. Donc comment t'évites de se retrouver dans cette situation, parce que c'est dévastateur pour une organisation. Et puis quand tu croises quelqu'un de positif, t'as pas le droit de te recharger sur tes salariés, t'as pas le droit de te recharger sur ton conjoint, ta famille. Donc éventuellement ça peut être un coach ou quelqu'un qui est là pour t'aider et te remettre à niveau. Mais sinon, il faut que tu apprennes à te recharger aussi par toi-même et être super conscient du moment où tu deviens critique. Donc moi, il y a des choses que je faisais, tu vois, quand je sentais que j'étais pas bien, ou ça commençait à devenir négatif, au lieu d'avoir des paroles malheureuses, je partais de la boîte, j'allais faire du vélo, j'allais faire autre chose. Je m'autorisais, même si c'était dur, à faire ce genre de choses, parce qu'en fait, être présent pour être présent, t'as pas d'impact positif, mais en revanche tu vas avoir une parole malheureuse ou un acte déplacé dans un meeting, et donc tu vas générer un effet de domino hyper négatif. Donc t'as plus rien de positif à apporter à ta boîte, donc va-t'en, quoi. Et voilà, donc c'est monté comme un petit jeu, quoi. C'est ce jeu de vidéo, et j'appelle ça d'ailleurs des points de vie. Mais voilà, ça marche bien. Moi, voilà. Après, je me suis, pour être tout à fait honnête, je m'en suis un peu voulu parce que tu sensibilises un peu au burn-out. Et en fait, dans ce livre, tu as écrit tout ça et puis tu finis dans le platane en perdant ta vie. Et je m'en voulais beaucoup à moi-même. Et en fait, c'est là où je dis la performance, faut qu'elle soit juste. Et puis l'autre dimension, c'est
accepte de te faire accompagner, accepte d'avoir à côté de un coach, un psy, un sparring partner, t'appelles ça comme tu veux, mais quelqu'un qui a un regard extérieur et qui te dit là t'es en train de devenir critique. Après, est-ce que je l'aurais entendu à ce moment-là? J'en sais rien, parce qu'il faut entendre, faut interpréter, et puis il faut prendre des décisions en conséquence, hein, mais ça on refait pas le match, quoi. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a tous besoin de se faire un peu accompagner et de parler en fait et d'ouvrir son cœur, en fait, finalement. Voilà, et moi j'ai pris l'habitude, aujourd'hui j'ai des trucs, comme je te dis, j'aime pas le stress, dès que ça devient, j'échange beaucoup avec ma psy, j'ai un sparring partner aussi, et puis on fait ça, et puis le mec en 10 minutes il te donne la réponse, parce que c'est évident, et donc mais avant j'aurais passé ma nuit à psychoter sur le truc, quoi. Ce que tu faisais d'ailleurs quand tu étais CEO. Bah oui. T'avais des gros moments d'angoisse, comme tous les CEO du monde, je pense, hein, le coup de se réveiller à 3h du matin et d'être complètement submergé par un gros coup de stress, de flip, d'angoisse. En tout cas, je sais pas, ça arrive sûrement à plein de gens et il n'y a pas besoin d'être CEO du tout pour ça. Mais ça arrive à plein de gens et c'est vrai que moi je pense qu'il faut se faire aider dans ces moments-là parce que c'est très difficile de gérer ça tout seul en fait. Faut pas attendre d'être dans des angoisses nocturnes pour se faire aider, il faut se faire aider en amont parce que quand t'es dans les angoisses nocturnes c'est juste insupportable, c'est tellement de douleur, donc le fait de se faire aider c'est justement éviter ce genre de cas critiques. Mais c'est vrai que quand tu te réveilles au milieu de la nuit, souvent avec un flash, parce qu'il y a un truc de la journée que t'avais pas vu, et puis qui se réveille comme ça en disant mais merde j'avais pas vu ça, et puis qu'en fait t'as le Pentium qui se met en route et qui s'affole tout seul et qui fait que t'es pas capable de te réendormir. Et moi je sais que au mois de mars, avril, donc un peu avant mon accident, ça m'arrivait. Enfin, je découvrais ça alors que ça m'était jamais vraiment arrivé. Et puis en fait le Pentium il tournait et puis il bootait quoi. Enfin et je voyais pas la solution et il bug complètement. Et d'ailleurs symboliquement tu vois, je prenais la main de ma femme et je la mettais sur mon cœur, ça m'apaisait et je me rendormais. Et tu vois la symbolique quand même. Oui, et voilà. L'apaisement quoi. Et en fait pour moi, tout ça, t'es parti un peu dans le toboggan, t'es dans le cercle vicieux, parce que du coup, tu dors moins bien, donc t'es moins alerte, t'es moins smart dans les réflexions que tu peux avoir, t'es moins haut, c'est-à-dire que tu démarres ton énergie, en début de journée, t'es même pas à 100%, t'es à 60%, et donc t'es encore plus fatigué, donc derrière, tu refais encore plus de bêtises, et puis ça te réveille la nuit pour un autre truc, et en fait, c'est vraiment ces cycles-là qui sont à éviter. Moi, ça m'a emmené dans le mur, ça emmène dans le burn-out, ça peut emmener dans des niveaux de stress qui font que ton corps, ça déclenche je ne sais quelle maladie, parce que de toute façon, le stress n'est pas le meilleur ami de ton corps. Voilà, donc attendez pas d'avoir ce niveau d'angoisse et de critique. Reconnaissez que vous n'êtes pas des immortels, reconnaissez que vous n'êtes pas des super-héros, et faites-vous tout de suite accompagner. Ce qui ne veut pas dire d'abandonner la performance, quoi. Ah mais non, mais c'est le contraire, et c'est ça que j'essaie de témoigner, parce que quand tu dis en France, moi je vais chez ma psy toutes les semaines, j'adore, mais ah bon, t'es malade? Mais non, je suis pas malade. Enfin, oui, j'ai été malade, mais aujourd'hui, j'échange, et puis j'ai un gars avec qui je suis en sparring partner sur les trucs de business, je suis pas malade. Mais quand tu vas en Californie, personne te demande si t'es malade, tout le monde a son psy, il n'y a pas un coach, il n'y a pas un CEO de la Silicon Valley qui a pas son coach avec lequel il échange. Et donc au contraire, c'est un facteur de performance. Et Léon Marchand, il est champion du monde avec ça, parce qu'il a su switcher d'état d'esprit, et il a pu se construire un univers où il n'est pas tout seul. Et donc lui, il peut se concentrer sur son plaisir et le reste est pris en charge. Et nous, on n'est tellement pas là-dedans. Alors maintenant, c'est quoi la suite pour toi? T'as envie de faire quoi, Nicolas? Alors déjà, j'ai envie de vivre avec mon cœur. C'est souvent la question, c'est quoi tes projets? Bon, déjà, quand t'as pris un coup sur le casque comme moi, t'évites de te projeter à 5 ou 10 ans, parce que c'est un peu violent de dire ça, mais moi je sais pas si je serai en vie dans 5 ou 10 ans. Alors je suis énormément suivi au niveau médical, mais
mais t'es humble par rapport à ça. Donc déjà, vivre une bonne journée, avoir un bel échange comme on a là, c'est rien qu'avec ça. Là, on est le matin. J'ai déjà passé une bonne journée. Tu vois, de vivre ces intensités-là, c'est ce qui m'anime. Et moi, je me dis qu'on est venu quand même me chercher sur le bord de la route pour finalement ouvrir les cœurs, mettre en dynamique. Puisqu'en fait mon métier précédent c'était celui de raconter des histoires avec le cerveau pour faire des financements de projets divers et variés, et maintenant c'est probablement de raconter des histoires mais avec mon cœur, et donc pour ouvrir des cœurs. Et mon KPI personnel, c'est le nombre de cœurs que j'ouvre dans la journée. Donc là je sais pas combien t'as d'auditeurs, mais si on arrive à ouvrir les cœurs, et c'est un truc incroyable. Et puis je serais ravi d'échanger avec tous les cœurs ouverts sur LinkedIn, parce que c'est ce que je fais beaucoup. Et puis après, petit à petit, moi je suis capable de faire l'équivalent d'un mi-temps aujourd'hui, physiquement, parce que après, très vite fatigué, en attention, et je suis pas capable de faire plus. Donc d'ailleurs, dès que je fais un peu plus, je me prends un carton jaune, tu sens que je finis dans mon lit plus ou moins épuisé, écrasé de fatigue. Et donc on va voir où ça va m'emmener, et avec Cœur 53 où est-ce que ça va m'emmener. Et j'ai accepté aussi de me dire qu'on contrôlait pas tout, on contrôlait en fait pas grand chose, et que ça vaut pas le coup de essayer de mettre de l'énergie et de se défoncer pour essayer de faire en sorte que des choses qui sont pas possibles essayent de se faire. Ça c'est aussi un mantra du management, mais si ça doit se faire ça se fera, et si ça doit pas se faire ça va pas se faire. Ça, c'est vraiment une façon de penser qui est perçue aujourd'hui comme étant un peu faible, etc. Ouais, lâcher prise. Ouais, lâcher prise, mais en fait, tu vois que ça marche bien, quoi. Et quand t'es à mi-temps, parce que t'as qu'une batterie à 50%, j'ai pas le choix, mais en fait, ça m'offre un nombre d'opportunités incroyables, je rencontre des gens incroyables, et puis ça me permet de petit à petit commencer à revivre, parce que t'as tout perdu aussi financièrement. Et donc, c'est chouette. Écoute, merci infiniment. C'était super intéressant comme échange, évidemment très émouvant. Moi, je recommande à tout le monde de lire ton super bouquin et de prendre un petit paquet de Kleenex à côté, parce que si on ouvre son cœur, on accepte aussi de pleurer. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas plus féminin que masculin, en fait. Peut-être plus étouffé chez les mecs que chez les femmes. Mais... C'est des idées reçues, tu vois. J'ai retrouvé un papier, alors il faut que je creuse, que voir, peut-être que certains pourront creuser. Mais tu vois, à l'époque de François Ier, les hommes qui pleuraient, c'était un signe de virilité. Et donc en fait, c'est une conception. On est dans plein de schémas mentaux qui nous sont inculqués, on vit avec, c'est un peu la règle du jeu pour le vivre ensemble et de la société, mais savoir redéconstruire certaines choses pour pouvoir être quand même plus aligné, c'est pas être woke, mais en revanche, c'est mieux vivre, et pourquoi s'interdire de mieux vivre. Ouais. Bon, écoute, top. Alors si on met dans le contexte du podcast, dans le contexte d'Up2, où en fait, nous, on aide les entreprises à devenir performantes et plus performantes commercialement. On fait la course à la performance, on l'assume complètement. On aide les dirigeants à faire ça pour structurer les bonnes organisations, les bons process. On aide les commerciaux eux-mêmes, évidemment, avec des techniques de vente, avec des améliorations de posture, etc. Et voilà, on va rajouter un nouveau truc maintenant, c'est effectivement de travailler sur l'ingrédient du cœur. Bah oui, parce que l'un n'empêche pas l'autre. J'ai rencontré un de tes collaborateurs qui est là depuis 7 ans, qui est commercial, qui a l'air de satisfaire tous les critères, et j'ai senti quelqu'un qui avait du cœur. Et ça m'intéresse de voir où sont les autres aussi. Ils sont tous un peu comme ça, parce qu'on les recrute un peu sur ce critère-là. En tout cas, moi, je fais plus d'entretien de recrutement maintenant, mais quand je les faisais, c'était vraiment hyper important de comprendre ce que les gens ont dans le cœur, en fait, et ce qu'ils ont dans le ventre ou dans le cœur, peu importe les termes, mais pour comprendre ne serait-ce que leur projet, ce qui les fait vibrer, ce qui demain va les faire avancer, quoi. Après, c'est super compliqué de s'aligner avec ça au quotidien pour des managers qui sont débordés en fait par l'opérationnel, la technique et le cerveau. Donc peut-être qu'avec l'IA, en fait, on va pas parler de ça, mais peut-être que l'IA va permettre de gagner du temps là-dessus, parce que finalement,
Ah bah, c'est tout un chapitre du livre. Moi, c'est ma grande thèse, hein, c'est que un être humain, c'est un corps, c'est une âme avec sa raison, son intelligence, sa mémoire, et puis c'est un esprit, donc un cœur. Et si les robots ont mis au chômage les corps, parce que on fait quand même plus grand chose, t'appuies sur un bouton, il y a à peu près tout ce qui se fait. En fait, l'IA va mettre une grande partie de l'âme sous pression, parce qu'elle va être plus performante. Mais pour une éducation intégrale et un homme intégral, il y a encore cette partie esprit, et donc là on va se mettre à devenir bon sur le cœur, parce qu'on n'a pas le choix, et que c'est là où il va falloir se distinguer de la machine, et c'est là où il va falloir redécouvrir notre humanité. Et moi je trouve que c'est une chance, c'est incroyable. Donc maintenant on est tellement atrophié du cœur qu'on est on est même pas au niveau maternel, donc il va falloir qu'on s'équipe, qu'on se forme, qu'on écoute. Et quelque part, si on arrive à construire une société avec un peu plus de cœur ouvert, il n'est pas interdit de construire une société peut-être un peu meilleure. Pourquoi pas ? Ça serait... Et que les gens se sentent bien dans leur job pour devenir performants, peut-être un peu plus naturellement qu'avec la culture du succès pur et dur, quoi, on va dire. Voilà. Exactement. Bon. Allez, top, merci infiniment et à bientôt à tous.